relative, valeur relative. Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans Valeurs relatives, je reçois Hélène Diaffé. Elle est auteure de 2 ouvrages. Une si longue grève, paru en 2015 aux éditions L'Harmattan. L'auteur y met en exergue ce bras de fer qui a existé entre de jeunes grévistes et les autorités pénitentiaires du Maroc du roi Hassan II. Bien qu'étant médecin, une grande partie de la vie d'Hélène Diaffé a été consacrée à l'accueil des victimes de violences d'État qui sont pour la majorité des prisonniers politiques. Cette mission l'a menée dans de nombreux pays tels que la Guinée de Sékou Touré, le Tchad d'Hissène Habré ou encore aux Philippines. C'est toute une expérience que Hélène Diaffé retrace dans son dernier ouvrage intitulé « En parler », paru en 2024 aux éditions Les Impliqués. Ouvrage que l'auteur a accepté de parcourir avec nous sur le plateau de Valeurs relatives. Bonjour Hélène. Bonjour, Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation. le plaisir est pour moi. Je souhaiterais vous faire réagir sur l'une des phrases de Christian Bobin, que voici. Ce n'est pas par le toucher qu'on sent le mieux, mais par le cœur. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là, Hélène? Alors j'ajouterais que c'est un peu elliptique, mais c'est par le toucher, la vue, etc. Je crois qu'il y a tout de suite quelque chose qui se fait entre une personne et une autre, et que c'est l'ordre du cœur, parce qu'on n'a pas d'autre mot pour l'employer, c'est-à-dire de cette espèce d'intuition, on emploie le mot empathie aussi beaucoup en ce moment, qui permet de se mettre à la place de quelqu'un, de comprendre ce qu'il a pu lui arriver. À la page 10 de ce livre se trouve l'image d'une sculpture offerte par un certain Mehdi El Mosba. Oui, alors je vais vous expliquer d'abord son histoire. J'ai soigné Mehdi, qui était un jeune homme d'un peu plus de 20 ans, qui avait été persécuté d'une famille très patricienne, qui avait été persécuté, torturé, déporté dans le désert, et parce que sa famille avait, disons, le bras long, on a fini par le libérer et il est arrivé à Paris. Et il était dans un état de désarroi très important, vous pouvez l'imaginer, et c'était ce que j'appellerais un gamin doué. Il avait le sens de la poésie, le sens de la beauté, il savait tout faire avec ses mains. Et un jour, je ne sais à quelle occasion, la fête des mères ou quelque chose comme ça, il a dit: je voulais vous faire une statue pour mettre sur votre buffet, je vous le cite intégralement, mais mes mains n'ont pas pu, et c'est la douleur que j'ai en moi qui est ressortie. Voilà, c'est sa douleur qui s'est imposée à lui au bout de ses doigts. Et je trouve cette statue, que j'ai toujours en bonne place, très émouvante. Et voilà, et j'étais contente de pouvoir la mettre dans ce livre, parce qu'elle représente bien l'horreur de cette souffrance qui fait qu'on ne peut rien faire que crier. Votre récit commence ainsi, Hélène. On me demande souvent ce qui a bien pu m'amener à m'intéresser aux séquelles des violences d'État sur les individus. La réponse est sans doute dans une superposition de faits, de hasard aussi, qui conditionne toute existence. Il me semble avoir toujours voulu 4 enfants et être docteur. Est-ce qu'ici on peut parler d'une prédisposition ou d'un appel qui tendrait vers l'amour inconditionnel de l'humain, tout simplement? Je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre, mais ce que je sais, c'est que je devais avoir 3 ou 4 ans, et je sais que je voulais être soignée. Alors, est-ce que c'est
parce que j'avais vu des médecins, j'étais souvent mal fichue. Est-ce que c'était d'avoir vu des médecins et que leur attitude m'avait touchée, impressionnée, je ne sais pas, mais c'était ce que je voulais faire. En 1999, vous participez à un discours de réception à l'Académie française d'un certain Georges Vedel. Voici l'extrait du texte que l'on peut retrouver à la page 18 de votre livre. Il faut éviter de penser en ligne droite, en ne s'offrant que deux directions, le oui et le non. J'ai toujours rêvé de placer la pensée au centre d'une rose des vents qui s'ouvre sur la totalité des possibilités. Qu'est-ce que ce discours a réveillé ou est venu remuer en vous? Est venu conforter quelque chose que je sentais profondément. Je crois que la prédisposition au doute, c'est-à-dire ne pas être dans une ligne droite de pensée, je parle, pas d'envie d'exercer, peut faire passer à côté de nuances qui sont importantes. Georges Vedel m'avait envoyé son discours et là j'ai trouvé exactement ce que je voulais mettre dans ce livre. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre tout premier poste en tant que médecin? J'ai commencé par la consultation de l'après-midi et je me suis trouvée dans une salle d'attente comble avec des gens debout. Je ne savais pas trop par quel bout les prendre et dans l'ensemble, c'était des accidents mineurs, mais des accidents. Et alors, petit à petit, je me suis fait une culture de la, comment dire, presque un peu sociologique, si vous voulez, de ces gens qui travaillaient, qui étaient souvent abrutis de fatigue, qui étaient souvent déprimés et qui peut-être ne faisaient pas toujours les gestes au rythme qu'imposaient les machines. Ça m'a intéressée. Je voulais creuser un peu plus dans ce qui était leur vie, pourquoi ils étaient là, comment ça se passait, etc. Vous vous retrouvez embarqué, malgré vous, dans le conflit franco-algérien. Et vous, vous êtes retrouvé là au milieu de ce conflit. Oui. Comment vous atterrissez là? Eh bien, je ne me suis pas retrouvée au milieu, je me suis retrouvée dedans, ce qui est différent. Toujours, on revient à Georges Vedel, avec des gens qui étaient souvent en conflit les uns avec les autres, parce qu'il y avait quand même plusieurs partis d'opposition. Il y avait des gens qui s'étaient trouvés là par hasard dans ce conflit, mais qui étaient venus pour travailler, pour gagner un peu d'argent et l'envoyer dans leur village, dans leur gemelle. Bon. Donc il y avait un peu de tout. Et vous, vous êtes venu pour les soigner, parce qu'il y avait voilà, beaucoup de les malades. soigner. Et puis petit à petit, la réalité de leur passé, de leur vie actuelle, au travail, mais aussi chez eux, dans ce qu'on pouvait appeler chez eux, c'est révélé à moi. Alors, il faut noter que vous étiez dans une position qui n'était pas luisante. Entre la brutalité policière, vous écrivez, le Conseil de l'ordre des médecins, qui visiblement ne voyait pas d'un bon œil votre intérêt grandissant à l'endroit de cette communauté-là, et sans oublier certains de vos collègues de fac qui vous lançaient des pics tels que « Ah, tu travailles chez les ratons, les bougnoules !» Vous tenez bon pourtant, Hélène, et voici ce que vous répondez à vos détracteurs. Oui, je travaillais chez les Arabes, et j'avais vu au cours de mes visites, outre les pauvres bougres, un bougnoul qui lisait Montesquieu à la bougie, pour bien comprendre l'esprit des Lumières, et un autre, un bico, chef de guerre, à en juger par les précautions avec lesquelles on m'avait amené jusqu'à lui, qui écrivait des poèmes, malheureusement en arabe, et me récitait du Verlaine, alors que je repensais ses pansements. Le ciel est par-dessus les toits. Est-ce qu'on peut comprendre cette haine que les gens avaient envers cette communauté-là? Bon, c'est vrai que c'était une époque où il y avait beaucoup de terrorisme en France, et pas seulement le terrorisme d'Arabes, mais surtout le terrorisme de l'OAS, c'est-à-dire un terrorisme bien français. Et les gens étaient un peu perdus là-dedans. Puis c'est tellement facile de dire « Ah, il est arabe, donc c'est à cause de lui, etc. » Bon, il faut dire aussi qu'il y avait les pieds noirs.
Alors, les pieds noirs, il y avait ceux qui avaient bâti des fortunes en Algérie, en Afrique du Nord d'une façon générale. Mais il y avait ceux aussi qui étaient gendarmes, qui étaient postiers, qui avaient des petits postes, des petits revenus, et qui du jour au lendemain devaient quitter tout ce qu'ils avaient eu, tout ce qu'ils avaient pu fonder, si vous voulez, dans ce qu'ils considéraient comme leur pays. Bref, les choses étaient très, très compliquées. Et puis ces gens d'Afrique du Nord qui arrivaient, je parle des Français, des rapatriés, ils n'étaient pas très bien accueillis non plus, hein. Pas plus qu'on a bien accueilli à l'issue de la guerre les harkis. Donc, je pense que d'une façon générale, les populations ont tendance à penser en ligne droite. Votre diplôme de médecine donc en poche, vous intégrez le groupe Amnesty International, Oui. mais sur le conseil d'un de vos enfants. Non, c'était bien longtemps après la fin de mes études, D'accord. parce que avec 4 enfants et une clientèle de médecine générale, un mari qui était absent 6 jours sur 7 parce qu'il travaillait à Paris, j'avais de quoi m'occuper. Bon. Et quand les enfants ont commencé à être grands, à s'occuper d'eux-mêmes, ils ont dû se dire, on va faire en sorte que ma mère s'occupe d'elle-même. Bon, je ne sais pas si c'était pour cette raison, mais ils m'ont parlé d'Amnesty, ça m'a intéressé. J'ai été à la première réunion, le groupe de Toulouse commençait juste à exister, et ça m'a intéressé. Voilà, ça s'est passé comme ça. D'accord. Alors donc, c'est ainsi que, de fil en aiguille, et dans vos différentes correspondances, vous faites la rencontre d'une certaine Natalia Gorbanevskaya, à la fois activiste et poète reconnue, qui d'ailleurs vous propose de vous rendre en Tchécoslovaquie. Je rappelle, Hélène, que nous sommes en 1977. Concernant cette dame, vous écrivez que c'était une boule d'énergie. Elle se présentait comme ça, on sentait que quand elle disait quelque chose et quand elle voulait quelque chose, c'était sous-tendu par une énergie féroce. Et je la revois avec son accent russe. Hélène, il faut que tu ailles à Prague, il faut que tu ailles à Prague. Oh. Et pourquoi pas? Voilà. Vous décidez donc de vous rendre en Tchécoslovaquie, seule et par route. Il faut que je vous dise que j'avais d'abord une espèce de rêve en moi. Il y avait des endroits que je voulais voir dans ma vie. Alors, il y avait Zanzibar, ça j'y étais. Il y avait Bratislava et il y avait Samarcande. Quand on habite à Launaguet et qu'on y est médecin généraliste, le mois d'août à Launaguet, c'est mort, 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 mort. Et donc quand on vous a il y a proposé... eu la rencontre avec Natalia, voilà. Et pourquoi je réponds Tchécoslovaquie? Ah ben, Tchécoslovaquie, Bratislava, et pourquoi pas? Voilà, comme ça. D'accord. Alors, le voyage, est-ce que ça a été simple? Alors, le voyage, d'abord, il fallait avoir un visa. Et là, c'est là que l'aventure commençait. On me disait, est-ce qu'ils vont me le donner? Est-ce que... Bon. J'ai raconté carrément à la dame qui me recevait, une dame très gentille, parlant parfait français. Je lui ai dit, écoutez, j'ai 3 envies dans ma vie. Et je lui ai dit, quelles sont mes 3 envies? Je crois que ça l'a amusée. Elle dit, mais pourquoi vous partez toute seule? Oh, ben parce que c'est des envies que j'ai pour moi toute seule. J'ai pas envie d'être dans un groupe. Et j'ai eu mon visa. Bon. Et arrivé au moment où il fallait passer la frontière, j'avais quand même une cargaison de livres que m'avait confié Natalia, plus des samizdat. J'ai oublié le nom tchèque, mais c'était, vous savez, ces écrits clandestins d'opposition au régime qui circulaient de maison en maison. Et ils étaient juste de la taille d'une boîte de mouchoirs en papier. Alors j'avais glissé les samizdat là-dessous, quelques mouchoirs dessus qui dépassaient à côté de mon siège. C'était tout à fait innocent. Voilà. Et quant aux livres, j'avais fait des paquets de 3-4 livres chacun, il y en avait une dizaine. Parce que c'était interdit de rentrer avec des livres en Tchécoslovaquie à cette époque?
c'était pas forcément la comtesse de Ségur que je l'ai ramené, hein. C'était des livres quand même plutôt engagés ou d'auteurs qui n'étaient pas acceptés. Bon. Donc, il y avait même des disques aussi de chanteurs qui n'étaient pas acceptés. Donc, bon, j'avais fait des paquets. Et avec Amnesty, quand on faisait des actions urgentes, on avait des adresses auxquelles il fallait envoyer. Alors, j'avais fait un mélange de villes, d'adresses, bon. Et la douanière regardait, je lui expliquais très simplement qu'en Tchécoslovaquie, c'était tellement moins cher, tellement plus sûr d'envoyer en Russie que je préférais de le faire là que de la France. Bon, elle a accepté. Et arrivé sur place, quelle impression vous avez eue de la Alors, ville? alors quand je suis arrivée à Prague, bon, d'abord j'étais un peu fatiguée. Et puis l'hôtel que j'avais dû choisir avant, enfin réserver avant, était sur une grande rue, une rue très centrale qui va vers le pont, vers je ne sais plus quel musée. J'ai eu un accueil glacial. On m'a mis dans une chambre et je me suis aperçue quand j'ai voulu m'asseoir sur le lit que le matelas basculait parce que le sommier était complètement cassé, disons. Bon, c'était pas très agréable, mais je me suis dit, je ne me plains pas, je dis rien, je suis là, j'y reste, voilà. Et puis le lendemain, j'étais me balader dans les rues, le nez au vent, voir sentir un peu Prague. C'est lors de ce voyage que vous avez pu rencontrer un dissident, récemment libéré de prison. Oui, Il s'agit d'un avocat connu en oui, plus. Vous écrivez page 38, il donne l'impression de ne pas avoir encore réalisé qu'il est de retour chez lui. Tous ses gestes sont hésitants, comme s'il lui fallait se rappeler pour chacun d'eux qu'il n'a pas à attendre une autorisation, que ce soit pour nous avancer une chaise ou s'asseoir lui-même. Il est néanmoins chaleureux et nous reçoit comme de vieilles connaissances. Sa liberté retrouvée n'est cependant que partielle. Alors, est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur ce dissident? Vous vous souvenez oui. de cette rencontre? Écoutez, étant donné qu'on était dans une démarche de ramasser des informations, je n'avais pas une position de médecin vis-à-vis des gens que j'ai rencontrés. Bon, bien sûr, je pouvais me faire une idée, mais c'était pas la position que je voulais avoir vis-à-vis d'eux, parce qu'il faut du temps. Et on peut réveiller des choses au mauvais moment. Donc, je l'ai laissé parler, j'ai observé son attitude que vous venez de rapporter, et puis dans les coulisses, il y avait sa mère, une dame en noir, qui vraiment aurait voulu que je sois au diable, parce qu'elle avait peur pour son fils. Elle avait peur que notre venue soit mal interprétée, et il était sous surveillance, il me l'a fait voir. Il faisait nuit, il a éteint la lumière, et il m'a fait voir les deux qui en bas de sa maison étaient chargés de le surveiller. On voyait de temps en temps le rougeoiement de leurs cigarettes, ils étaient là. Mais il pensait que c'était plus important de, de parler de sa libération, de parler de son engagement de toujours et de témoigner auprès d'Amnesty à quel point les envois d'Amnesty étaient importants. Il avait une boîte de chaussures pleine de lettres d'Amnesty, enfin de membres d'Amnesty, qu'il camouflait parmi d'autres boîtes à chaussures. Et on les lui a données quand il est sorti. Il m'a dit à quel point, chaque fois qu'un gardien lui remettait la lettre, il était heureux. Ce prisonnier évoque alors des brimades quotidiennes infligées par des gardes trop contents pour certains de s'offrir le plaisir de faire sentir le pouvoir qu'ils ont sur une personne d'un niveau de culture et d'intérêt qui les dépasse, en l'accablant d'incroyables humiliations. Puis, il s'arrête. Silence, long silence. Il est prématuré de raconter. Il a besoin de temps, une autre fois, et on le comprend. Ce sont vos mots, Hélène. Dans le cas de ce dissident, c'est encore trop tôt pour en parler ou ça dépend de la personne qui est en face? L'un et l'autre, je ne sais pas. Je pense il était lui-même incapable d'en parler, de le formuler. Il faut du temps, c'est vrai. Et on était, nous, en visite chez lui. Il y avait la maman qui était là, qui faisait les 100 pas. C'était pas exactement l'ambiance pour laisser venir des mots
petit à petit, qui faisait des phrases et qui révélait un peu de son passé. Après votre séjour au sein du bloc de l'Est, vous voilà de nouveau parmi les vôtres. Et là, de nouveau, une nouvelle décision s'impose. Quitter la banlieue toulousaine pour la banlieue parisienne. Vous écrivez: je voulais avoir une activité professionnelle. Des amis d'Amnesty International m'ont signalé l'ouverture d'une consultation pour les réfugiés et demandeurs d'asile. Après m'y être engagé pour 1 ou 2 vacations par semaine, j'en suis vite arrivée à un temps plein. C'est à ce moment-là de mon existence que j'ai rencontré, parmi d'autres, ma première victime de torture. Hélène, vous allez devoir répondre à cette question posée à la page 50 de votre ouvrage. Il y a le facteur hasard, certes, mais est-on jamais tout à fait innocent de ces hasards? Ça, c'est ma philosophie profonde. Alors, je pense qu'il y a un peu des deux. Il y a le hasard, mais on aide le hasard. C'est ainsi que vous devenez médecin bénévole au sein du comité médical pour les exilés. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de cette association, le COMED? Oui. Qu'est-ce qu'ils font exactement? Eh bien, ils donnent des... Je parle de l'époque, hein, parce que là, je ne sais pas exactement ce qu'ils sont devenus. À l'époque, c'était une association qui était copatronnée par la CIMAD, Porteurs d'asile et Amnesty. Et c'était pour offrir des soins médicaux gratuits à des gens qui n'avaient pas encore droit à des soins. Donc, c'était surtout des demandeurs d'asile, des gens qui avaient été refusés, etc. Voilà. Et parmi eux, il y avait des victimes de torture. Page 53. Vous écrivez: très vite, la salle d'attente s'était vue occupée par des dizaines de patients. Parmi eux, des êtres silencieux, semblant perdus dans leurs pensées, le visage tendu, sursautant à l'appel de leur nom. Petit à petit, j'ai appris à identifier des victimes d'événements hors normes, qui demandaient du temps, beaucoup de temps, pour arriver à un niveau de confiance qui leur permette d'évoquer ce par quoi ils étaient passés et qui jusqu'alors les minait. Page 57, je lis. Pilote de Boeing privé d'un dictateur de l'Ouganda, issu d'une famille d'aristocrates. Il avait été arrêté dans un pays voisin soupçonné, semble-t-il, d'espionnage. Détenu à la sûreté, il avait fait connaissance avec ce qu'il appelait la chambre rouge. Pendant près de 2 heures, il a raconté et montré les brûlures de cigarettes, un orteil sans ongles, les dents déchaussées ou manquantes. Et puis, il y avait les cafards et les souris qu'on l'avait obligé à avaler. Et à ce moment de son récit, il a dû réprimer les nausées qui le revenaient, rien qu'à l'évocation de cette scène. Toutes les traces étaient là, explicites. On apprend dans votre ouvrage que ces victimes-là ne savent jamais comment nommer leur douleur. À la question suivante, où avez-vous mal? La réponse est souvent la même. J'ai mal partout. Est-ce que vous pourriez revenir là-dessus? Qu'est-ce qu'il faut comprendre par j'ai mal partout? Quand on est battu de tous les côtés, quand on est étiré, quand on est attaché, quand on est humilié, on a mal partout à l'âme, hein, et au corps. Vous savez, au Tchad, il y avait une torture qui doit se faire ailleurs, d'ailleurs, qui consistait à attacher les poignets, les chevilles, et puis attacher les chevilles et le poignet dans le dos. Alors vous voyez, avec le dos bien cambré, c'était insupportable. Ça faisait mal partout. On avait mal dans toutes les articulations. J'ai mal partout. Et ce j'ai mal partout, que j'arrivais à comprendre, bien souvent dans des consultations, disons, normales, on disait s'il avait bien mal, hein, il saurait dire oui, il a mal. Ça, je l'ai entendu plusieurs fois. Et j'ai été faire la leçon. Alors, quand on est un médecin face à une telle victime, par où commencer? Qu'est-ce qu'on soulage en premier? D'abord le corps ou l'esprit? Ou les deux à la fois? Les deux à la fois, je dirais. Vous savez, c'est le patient qui dirige l'attitude du médecin, l'attitude thérapeutique. Hein. S'il a besoin de parler, si tout d'un coup la porte s'est ouverte et que le discours apporte plein d'éléments
qui vont conforter comment dire, la conviction clinique qu'il y a bien quelque chose à l'épaule, qu'il y a bien quelque chose, etc. Bon, ça se fait au rythme du patient. Le plus souvent, je voudrais dormir. Et comme on a quand même des médicaments assez efficaces pour faire dormir, ça crée une relation de confiance. Ben voilà, je vous donne ça, vous allez le prendre pendant une semaine et on se revoit au bout d'une semaine, par exemple. Et pendant la semaine, il a mieux dormi, donc j'ai confiance. Donc, on va avancer un peu. Voilà. Pas à pas. Alors, je cite page 60. Amnesty International considère que l'isolation forcée est une forme de torture. Le cas de Myriam montre à quel point les séquelles en sont lourdes. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur l'histoire de cette jeune femme iranienne, professeure de maths? Oui. Alors, Myriam s'est présentée tout à fait normalement, si je peux dire. Elle parlait un français parfait. Elle était la fille, la nièce, pardon, du chef d'un parti kurde iranien, opposé au régime. Et elle m'a raconté, je lui ai demandé, mais elle était silencieuse, je sentais qu'il y avait quelque chose qui ne voulait pas sortir. J'ai fini par lui dire, vous avez été torturée? Elle me dit, un peu, mais j'ai été mise à l'isolement pendant 3 ans. Et là, elle m'a raconté ce que voulait dire l'isolement. C'est-à-dire que elle était dans une pièce, on l'a sortait pour une promenade, et la première fois qu'on lui a dit « Allez dehors, promenade », elle a cru qu'elle allait croiser d'autres détenus, elle était seule. Quand on lui a apporté les repas, les gardiennes posaient le plateau mais ne la regardaient pas. C'était l'isolement total. Et là, elle avait peur de perdre la raison. Alors, elle essayait de se raccrocher à ce qu'elle pouvait de sa mémoire, parce qu'elle n'avait aucune information, rien sur ce qui se passait dehors. Donc, en prof de maths, elle se refaisait des problèmes de maths. Ensuite, elle s'est rappelée des livres, mais elle voulait que sa mémoire la suive, pas à pas, refasse le livre. Puis après, ça a été les films. Et puis, à un moment donné, elle ne savait plus quoi faire. Elle avait peur de perdre la raison. Et quand Et quand elle est sortie, oui, elle continuait à engranger dans sa mémoire tout ce qu'elle voyait. C'était devenu obsessionnel. Pour le cas où, pour avoir une bibliothèque dans la tête, pour avoir des films dans la tête. Et ça l'empêchait de vivre. Et ça l'empêchait tellement bien de vivre qu'elle a fini par se suicider. vous écrivez, c'est en contact donc des patients comme les Paco, Jordan, Myriam, que j'ai commencé à apprendre comment aborder un passé aussi douloureux et déceler les séquelles qui en persistent. Et vous rajoutez qu'au cours de vos études, ni vous, ni les autres n'avaient été préparés à de telles prises en charge. Est-ce qu'on peut dire de même pour aujourd'hui dans les universités? C'est exactement la même chose. Ça n'a pas bougé. Ça n'a pas changé. À tel point que le ministère de la Santé m'a demandé de faire un guide pour les médecins. Parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas, on n'a pas envie de savoir. Bon. Et là, actuellement, avec toute la mixité sociale, bon, vous pouvez voir un Turc à votre consultation. Bon, il est venu en France, il a eu l'asile, il travaille, bon d'accord, et il a eu l'âge d'une. Ok, mais qu'est-ce qui lui est arrivé avant? Alors, on va dire, est-ce que vous avez eu telle et telle maladie, etc. Mais ça, on ne parle pas. Page 62, je lis. Pressé par le nombre des consultants à voir, il me devient évident qu'il fallait une autre structure de soins qui soit spécifiquement consacrée à ces naufragés de l'existence, avec notamment plus de temps à consacrer à chacun. C'est ainsi qu'il vous vient l'idée de mettre en place une association pour s'occuper essentiellement des victimes de torture. Racontez-nous un petit peu la naissance de votre association AFRE et qui va vous amener en Guinée. Non, c'est la Guinée qui va m'amener à Havre. C'est l'inverse. Il se trouve que au COMED, j'avais gardé le mercredi après-midi uniquement pour des personnes dont je pensais qu'elles avaient été victimes de torture pour leur donner du temps. Voilà. Puis j'en avais parlé à 2-3 collègues
qui venaient de temps en temps assurer une vacation. Et l'un d'eux faisait partie de MSF. Et quand Sékou Touré est mort, MSF a été la première association humanitaire, disons, à rentrer dans le pays, à accueillir les gens qu'on faisait sortir des prisons. Et eux, ils étaient là pour assurer la toute première urgence, mais après, ils étaient tout à fait conscients qu'il fallait encore aider les gens pour longtemps. Et on m'a demandé si je voulais aller en Guinée. Bon, voilà. Oui, moi, tout de suite c'était oui. Enfin, j'avais mon mari, j'avais mes enfants qui étaient grands, mais enfin quand même, ils avaient quoi, entre 15 et 20 ans. Mon mari m'a dit, oh, écoute, si ça t'intéresse, vas-y. Et voilà, et je suis partie donc avec MSF, avec un contrat d'1 mois, avec 2 autres confrères, une psychiatre, il y avait un ophtalmo, et puis un autre généraliste, également du COMED. Voilà, on était 4. Et je me rappelle, dans les rues de Conakry, on allait à l'hôpital où on faisait notre consultation. J'étais avec la psychiatre, Catherine, et je lui dis, il faut qu'on fonde à Paris une association juste pour les victimes de torture. Elle m'a dit, je te suis, voilà. Et en rentrant à Paris, on s'est mis au travail pour fonder notre association. Voilà. D'accord. Donc Je c'est cite. le MSF, la Guinée, qui m'a permis de faire une expérience encore bien plus importante, si vous voulez, des séquelles de torture, et puis la création de l'art découlant de tout ça. Alors, je vous cite. Découvrir un pays fermé pendant un quart de siècle aux regards occidentaux, mettre à profit ce que j'avais appris au cours des consultations parisiennes, il y avait de quoi être tenté. Nous avons vu, en outre, au COMED, quelques rares Guinéens venus respirer l'air de la liberté. Ils nous avaient parlé de ce qu'avait été le régime du président Sékou Touré. Nous avions un avant-goût de ce qui pouvait nous y attendre. Ma question, Hélène, c'est est-ce qu'en arrivant en Guinée, ce que vous avez vu correspondait exactement à ce qu'on vous avait raconté ou ce que vous aviez imaginé? C'était au-delà, c'était pire. C'était pire. C'était cette première consultation, oh, je la revois, elle m'a marqué. Et c'était le premier patient avait des séquelles très lourdes, mais il n'avait pas été soigné, il avait été libéré peut-être 10 ans ou 15 ans avant. Il n'avait jamais été soigné. On était les premières personnes à qui il disait ce qu'il avait subi dans sa chair, dans sa tête. Et c'est ça qui m'a le plus impressionné. C'est l'empreinte profonde qui n'arrive pas à se dissoudre dans la durée de ce qu'on a subi dans des moments pareils. Voilà, ça a été le premier, puis d'autres qui étaient devenus aveugles, qui étaient devenus moitié paralysés, moitié... Il y avait quelque chose de spécial d'ailleurs à la Guinée, que je n'ai pas retrouvé au Tchad, il y avait d'autres éléments au Tchad, mais en Guinée, il y avait énormément de séquelles de manque de vitamine B. Donc il y avait des polynévrites, c'est-à-dire que les gens étaient paralysés, ne sentaient pas, étaient paralysés, des névrites optiques, donc beaucoup de cas de cécité, certaines irrécupérables, d'autres qui ont récupéré plus ou moins vite, plus ou moins bien. Mais là, donc c'était lié au régime alimentaire qu'on donnait dans les camps de concentration. C'était bien ça. À la lecture de votre récit, il semblerait que vous étiez pressé d'être sur le terrain et surtout de voir ce fameux hôpital Donka dans lequel vous alliez exercer. Alors, quand vous êtes arrivé devant l'hôpital Donka, quelles ont été vos premières impressions? D'abord, j'étais préparée parce qu'on m'avait dit que c'était l'hôpital de référence pour toute la OF. Eh bien oui, parce que c'était la dernière construction entreprise par la Voilà. France Oui. avant son divorce avec la Guinée. Voilà, donc je m'attendais à quelque chose. Alors, vu de loin, c'était une espèce de grand immeuble avec des galeries. Ça paraissait bien. Mais quand on rentrait à l'intérieur, il y avait de la saleté partout. C'était
impressionnant. On avait l'impression que c'était un hôpital complètement laissé pour compte. Les escaliers pleins de poussière. On nous a donné une pièce. La plupart des carreaux n'avaient plus de vitres. Certaines avaient été remplacées par des bouts de papier, de journal. C'était sale. L'électricité ne marchait plus. Bon, alors, on a commencé par nettoyer, par repeindre, par faire réparer l'électricité. Et après, on a été chercher des carreaux pour remplacer les carreaux. Et alors, à ce moment-là, c'est devenu une pièce propre. Et les médecins passaient la tête en disant « Ah !» Alors, il y avait ceux qui disaient « Ah, c'est bien, vous avez de la chance !» Il y avait ceux qui disaient « Oh, on pourrait nous faire la même chose à nous !» Et alors, dans votre livre, page 66, Hélène, vous donnez à lire ceci. Toute initiative heureuse pouvait engendrer la colère de ses coups. Ou, allez savoir, des félicitations. Ne pas bouger, en tout cas ouvertement, relever de la lutte pour la survie. Cela peut peut-être expliquer l'état dans lequel se trouve cet hôpital. Bon, je pourrais vous donner quelques exemples. Il y a par exemple, à un moment donné, Sékou Touré a voulu prendre modèle sur les Chinois et envoyer les intellectuels à la campagne. Bon. Et alors, il y a un groupe je crois qu'ils étaient 9, médecins, enfin, qui avaient un très bon niveau socio-culturel, qui étaient donc des candidats pour cette expédition, se sont mis à travailler ensemble et ont fait pousser des fruits, des légumes, enfin bref, on fait quelque chose qui était prospère. Ça marchait bien. Ça marchait trop bien. Donc Sékou Touré, furieux, les a fait abattre d'une balle dans la nuque, sauf un, parce qu'il était le gynécologue de madame. Et elle avait demandé à ce qu'on ne touche pas à son gynécologue. Et c'est lui-même qui m'a raconté cet épisode. C'en est un, il y en a d'autres. Les gens qui travaillaient pour l'hôpital, les infirmiers, les laborantins, faisaient leur travail, n'importe quoi, n'importe comment. Le tout, c'était de ne pas être pris. On a eu des radios qu'on avait demandées, mais c'était à se demander s'ils avaient regardé ce qu'il y avait d'imprimé sur la photographie. C'était du non-sens. Je me rappelle, il y avait une radio pulmonaire, on avait l'impression qu'on avait pris une boîte de petits pois et qu'on l'avait renversée sur la radio. C'était plein de petites billes noires. J'ai dit, vous avez vu? Un peu gêné, oui, oui, c'est notre matériel. Vous voyez, bon, ça paraît, quand je le raconte, ça paraît impossible. Bien, je vous assure que si, c'était possible. Et même de l'eau, vous dites, pour se laver les mains. C'était une mission impossible d'avoir de l'eau. Et il fallait aller chercher un seau d'eau dans les cuisines qui étaient installées dans un petit baraquement au fond du terrain. Et on nous a apporté un seau d'eau en nous disant « ça c'est pour la journée ». Les ordures passaient par-dessus les coursives, gentiment, si bien que le bas du bâtiment de l'hôpital de référence était plein de peaux de banane, de trognons, de morceaux de pain, de biscuits secs ou de pansements. Et vous avez quand même tenu à travailler. C'était absolument ce que je souhaitais faire, enfin, apprendre sur le terrain et comment dire, c'était un échange, si vous voulez. On apprenait de chaque patient et à chaque patient, on essayait de donner le meilleur de ce qu'on savait, de ce qu'on pouvait faire. Alors, vous écrivez que votre premier patient était un homme de 45 ans. Je lis « Vue humble, langage difficile, étouffement, bassin très faible, les paumes des mains et les plantes des pieds engourdies. La liste de ses doléances est encore longue. Surdité, troubles du transit, du sommeil, de la fonction sexuelle, des vertiges. » Il nous explique laborieusement à quel point il lui arrive d'avoir des crises de rage lorsqu'il pense à ce qu'il a subi et à l'état dans lequel il se trouve. Des crises de colère fort mal vécues par l'entourage sont déclenchées par l'intrusion obsédante dans la tête de souvenirs
de la période de détention. Vous écrivez, ces crises, avec les mêmes causes, ont été maintes fois signalées par d'autres que lui. Hélène, dans la Guinée de Sékou Touré, face à ce genre de récits, qui sont donc à peu près similaires, hein, mais les corps n'étant pas les mêmes, comment avez-vous fait pour essayer de soulager ces pauvres gens? Comment on arrive avec si peu de moyens? Bon, alors je vous ai parlé des carences vitaminiques. Déjà, on a donné des vitamines à tout le monde. Ensuite, de quoi dormir. C'était la chose peut-être la plus facile à obtenir. Ce qui redonnait, si vous voulez, à chaque patient confiance à une possible amélioration. Il y en a beaucoup qui pensaient, c'est pour la vie, je suis fichu, etc. Alors, on améliorait. Mais dans le cas de cet homme, c'était des séquelles qui avaient été... Il n'avait pas été soigné, il n'avait rien eu. Hein. Donc, il avait de très gros dégâts fonctionnels, du cœur, etc. On a fait ce qu'on a pu. Il allait mieux d'ailleurs. On l'a revu quelques temps après, on l'a suivi. Et il se sentait un peu plus à l'aise. Bon. Et puis, moi, je suis rentrée à Paris, j'ai un jeune collègue qui est resté et qui un jour m'a passé un coup de fil en me disant « Tu sais, catastrophe, monsieur, je sais pas comment il s'appelait, bon, est mort dans mes bras à la consultation. » Il avait fait sans doute une histoire cardiaque ou une hémorragie cérébrale, on n'a pas pu faire d'autopsie. Il est mort des suites de torture, ça c'est sûr. Vous écrivez la cabine technique ou la torture amenée aux aveux, consignée sur une feuille comportant 3 colonnes. 5e colonne, international nazi et CIA. Une case dans l'une ou l'autre et sans autre forme de procès. On allait au Camboiro pour une période indéterminée. Parlez-nous un petit peu de la manière dont on vous a raconté la cabine technique de la Guinée de Sékou Touré. La cabine technique, on a été accompagné par un ancien détenu et il nous a fait voir ces fameux papiers. C'était stupéfiant qu'on puisse incarcérer des gens en décidant qu'ils entraient dans une des 3 colonnes. 3 colonnes d'espionnage. Et on voyait des traits qui avaient été dessinés avec tellement de difficultés qu'on pouvait imaginer comment était la personne à qui on demandait d'acquiescer son appartenance à telle ou telle comment dire, association d'espionnage, parce que c'est de ça qu'il s'agissait dans la tête des bourreaux. On nous a fait voir la tête de mort, qui était le nom d'un bâtiment qui avait, je ne sais pas pourquoi, avait été marqué de cette espèce d'emblème de tête de mort qu'on met sur les caisses de produits toxiques. Alors il devait y avoir quelqu'un qui avait cet outil qui permettait de le projeter sur les murs une fois entré. Et là, la tête de mort, les gens qu'on arrêtait, on les mettait là. Alors, ils étaient debout, ils ne pouvaient pas se coucher, ils ne savaient pas pourquoi ils étaient là pour certains, et ils savaient que c'était sûrement pas très bon pour eux. Donc, ils essayaient de mettre une trace de leur passage dans cette fameuse tête de mort, et pour faire une trace, ils n'étaient pas rentrés avec du papier et des stylos. Donc, c'était avec la boue mélangée à des sels par terre qui leur servaient de pâte pour mettre leur nom ou une date sur les murs. C'était très impressionnant, vraiment ça. Oh, je me rappelle sortant de cette... C'était pire que la cabine technique. Alors la cabine technique, c'était une pièce sombre dont on avait enlevé pas mal de choses, donc on ne voyait plus beaucoup que des... comment ça s'appelait? Des pinces électriques pour faire passer du courant. Parce qu'il y avait une chaise sur laquelle on ligotait les gens. Mais ça avait été déblayé, je peux dire. Une vraie salle de torture. Oui. Mais la tête de mort, oh, même maintenant, ça me fait froid dans le dos. Alors, vous écrivez ceci à la page 69.
Il fallait soutenir nos patients si c'était possible. Les proches ont là une tâche importante à remplir, même si le noyau familial a éclaté au fil des attentes, des incertitudes devenues fortes probablement et des pressions extérieures. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Mais la pression extérieure, c'était simple. Si la femme était jolie, avait de la fortune, on l'a divorcée, on l'enjoignait de quitter, enfin de rompre les liens qu'elle avait avec son mari. Je ne sais pas ce qu'ils étaient sur un plan juridique, mais de la considérer comme divorcée et prête à être utilisée, elle et sa fortune, par quelqu'un d'autre. C'est ce qui se passait quelquefois. Quelquefois, des femmes tenaient bon. Alors, dans ce livre, vous faites appel à l'écrivain Maurice Blanchot, qui écrit ceci. Qui veut se souvenir doit se confier à l'oubli, à ce risque qu'est-ce l'oubli absolu, et à ce beau hasard que devient alors le souvenir. Alors, ici, ce qui est demandé aux victimes, c'est de pratiquer une forme d'amnésie psychogène, c'est-à-dire une amnésie dissociative. Il faut absolument passer par là? Oublier? Non, on passe pas par là, parce qu'on n'oublie pas. C'est quelque part. Mais on peut faire un rideau plus ou moins étanche, si vous voulez, à des souvenirs. Mais combien nous ont dit, j'étais bien, puis tout d'un coup dans la rue, j'ai entendu un gosse qui criait, ah, ça m'a rappelé les cris. Voilà. Et là, ça peut faire ressurgir des images qu'on avait cru oublier, qui reviennent. Voilà. Mais on ne peut pas faire un travail de remémoration, c'est usant et c'est inefficace. D'accord. C'est ce que veut dire Maurice Blanchot. Il faut se laisser aller à cet oubli, et quelquefois cet oubli qui peut lever le rideau et faire venir une image qui permet de se rétablir un peu l'histoire du passé, de rétablir l'histoire du passé. Dans la souffrance qui a été donc les leurs, je pense notamment aux femmes qui ont été victimes de viols. Alors, qu'est-ce qu'on demande à ces femmes? D'oublier? Est-ce qu'on peut demander aux femmes d'oublier un viol? On ne leur demande pas de dire, on les laisse dire. Et on essaie de comprendre à travers les signaux qu'elles nous envoient. Elles ne peuvent pas dire, mais en même temps, il y a un petit détail qu'on vous glisse. Je me rappelle cette infirmière, c'était une infirmière d'Amérique du Sud. Et elle me dit comme ça, à brûle pour point, vous savez, quand je fais ma toilette, je ne me regarde jamais dans la glace. Ah bon, pourquoi? Elle ne voulait pas se voir nue parce qu'elle se revoyait nue devant les bourreaux. Vous voyez? Et il a fallu, à ce moment-là, il y avait des chaînes de télévision qui s'intéressaient beaucoup à notre travail, c'était une première, donc ils nous ont demandé s'il y avait des personnes qui accepteraient de témoigner. Et j'ai demandé à cette infirmière si elle accepterait de témoigner de ce qu'elle avait vécu dans les grandes lignes. Et comme c'était une militante en même temps pure et dure, elle a dit oui. Mais la fois d'après, elle me dit ça va beaucoup mieux. Ah bon, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, elle avait vu sur l'écran de télévision son image s'était imposée à elle. Et elle n'était pas si moche que ça. Parce que les bourreaux, l'ayant déshabillée, lui avaient dit tu es moche, il n'y a pas un homme qui voudra de toi, etc. Et elle était absolument... cette injonction des tortionnaires, au moment où les gens sont moins que rien, n'ont presque plus de volonté, etc. Ces injonctions, elles ont figure d'obligation morale, quoi. Il m'a dit que jamais j'aurais un homme, que jamais on voudrait de moi, que j'étais moche. Eh bien, c'est pris pour argent comptant. Et là, elle avait découvert par hasard, en ouvrant le poste de télé, qu'elle n'était pas si moche. Et à partir de ce moment-là, sa vie a complètement changé. 6 mois après, elle était mariée et elle attendait un bébé. Wow. Voilà.
Alors, à la page 71, que veut dire penser normalement pour une victime de torture? Ça ne veut rien dire. C'est impossible. C'est impossible parce qu'on est tellement pris par la douleur qu'il n'y a que ça dans la tête. Il n'y a plus de pensée, il y a juste un ressenti. Et le ressenti de la douleur. Mais en même temps, il faut vivre. On essaie de vivre, oui. Mais là, on ne se pose plus la question de... Bon, pour des gens engagés politiquement et qui sont torturés pour qu'ils parlent, il y a ce reste de volonté, ne pas parler, ne pas parler, ne pas parler. Et bien souvent, dans cet état de semi-confusion dans lequel ils sont, ils ne savent plus s'ils ont parlé ou pas. Et ça, c'est quelque chose qui les tracasse énormément. Donc, on leur dit que céder à la torture, c'est pas une lâcheté. C'est pas... On arrive au bout du bout et on ne sait plus ce qu'on dit et la volonté est annihilée, mais c'est les bourreaux qui sont en faute, pas vous. Mais on sait qu'il y a des personnes qui ont résisté à la torture et ça donne une espèce d'échelle de valeur, si vous voulez, entre ceux qui ont parlé et pas parlé. C'est très compliqué de savoir ça. Je me rappelle un Turc qui était, bon, c'était comment dire, une personnalité orgueilleuse, vous savez, moi c'est moi, et je ne peux pas avoir fait de lui. Mais il n'arrêtait pas d'avoir des malaises. Et ces malaises, on ne comprenait pas pourquoi il les avait. Et un jour, il était en consultation, il dit, je vais avoir un malaise. Ah bon? Et je l'ai laissé avoir son malaise. Alors, je l'ai étendu sur le canapé, j'ai dit, bon, on est là. Et tout d'un coup, il s'est mis à parler, à parler. C'était en turc, heureusement j'avais une traductrice sous la main qui a noté ce qu'il disait, et il disait non, non, non. C'était sans arrêt un refus de parler. Je me suis dit, mais pourquoi il nous amène ça comme ça, avec cette mise en scène? Parce que, évidemment, on avait fait d'abord des examens pour savoir si ces malaises pouvaient être dus à une histoire cérébrale, cardiaque, enfin bon, on avait tout éliminé. Et on l'a laissé aller au bout de ses suffocations, etc. Puis à un moment donné, bon, j'ai dit stop. Je lui ai donné un mouchoir humide et je lui ai dit, bon, ça vous le mettez sur votre front. Et ça, vous ne l'aviez pas quand on vous a interrogé. Hein. Alors, sentez l'humidité, et petit à petit, il est revenu à lui. Et je lui ai dit, vous avez parlé pendant quand vous torturez, et c'est pas grave. Non, j'ai rien dit. Il avait essayé de nous faire vivre un peu ce qu'il disait pendant la torture, mais on avait compris qu'il y avait quelque chose quand même qui passait. Donc, il y a vraiment C'était très difficile, parce que on n'est pas là pour juger, mais il y en a qui jugent quand même. Il y a des hiérarchies de courage, si vous voulez, qui s'établissent dans des groupes militants. Et lui, il était un top. Donc, il arrive que des victimes partent avec leurs secrets. Et ça, vous l'acceptez. Bien sûr. Un jour, l'ambassade de France vous demande de proposer quelques personnes dans l'objectif de partager un déjeuner. Nous sommes toujours en Guinée, hein? Vous écrivez que vous redoutiez que ce déjeuner ne soit plutôt morose qu'autre chose. Mais, contre toute attente, je cite, l'ambiance était plutôt celle d'une rencontre d'anciens camarades de régiment. Nous avons ainsi appris quelle arme contre la destruction programmée d'un individu constituait l'humour. L'humour apportait sa propre distorsion. Vous écrivez, quelle belle revanche. C'est une façon de s'imposer, enfin, c'est une façon comment vous dire, d'être au-dessus de ses bourreaux. Par exemple, à Boiron, je me rappelle très bien qu'il s'amusait à donner des surnoms. Et ces surnoms, quand il les prononçait, ça leur faisait du bien. Il nous a eu, mais nous,
On se fiche de ta figure, on se fiche de tel où tu bégayes, où tu boites, peu importe. Mais c'était une façon de se moquer et de prendre du recul et d'être quand même capable de dominer quelque part. Mais ce repas, c'était à l'ambassade de France. Et ils nous ont sorti comme ça. Je ne me rappelle plus de. Il y avait cette histoire des surnoms, il y avait plusieurs histoires. Ah, tu te rappelles? Et au lieu de raconter une histoire lugubre, c'était toujours quelque chose qu'on avait gagné sur les bourreaux. C'était très convaincant comme façon de surmonter un peu, d'avoir été tellement humilié que maintenant, ben, c'est moi qui te regarde de haut et qui vois tes incapacités. Il y a un moment où l'égoïsme est salvateur aussi. Euh, je me rappelle, et je ne sais, je pense que c'est Kaba 41 qui me l'avait dit. Petit à petit, d'abord, on a été torturé, etc. On est mis dans le camp. On commence à s'habituer au rituel, au pot de chambre qu'on va vider une fois par jour si le garde est d'accord, avec la louchée de riz plein de gravier qu'on nous donne à manger, etc. On commence à s'habituer, et puis on se rappelle, sa femme, les enfants, puis est-ce que j'ai réglé ceci, enfin les petits problèmes, la vie quotidienne qu'on avait avant. Puis petit à petit, on se dit, tiens, il y a longtemps que je n'ai pas pensé à ma femme ou à mes enfants. Et puis, et puis un jour, on n'arrive plus à avoir l'image de sa femme ou de son enfant. Et puis un beau jour, on s'aperçoit qu'il n'y a rien. On ne pense qu'à une chose, c'est survivre, jour après jour, heure après heure. C'est la seule motivation, survivre. Voilà. Nous sommes toujours en terre guinéenne. Au marché central, vous écrivez « On découvre et on s'étonne ». Vous vous souvenez de cette promenade-là, au marché? Oh, absolument, oui. J'étais étonnée de voir des tomates coupées en deux et de l'ail vendu par gousse. Je l'avais jamais vu, ça. Hein. Mais ça, c'était pour la vision extérieure. Après, il fallait bien vivre, donc les choses se faisaient sous le manteau. Ce marché Niger, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et au premier étage, il y avait les couturiers, alors qui étaient là, qui pédalaient pour faire des choses absolument magnifiques et sans dessin. Ils faisaient ça de tête, de mémoire, et je trouvais ça extraordinaire. Mais bon, les femmes ont été remarquables, hein, dans l'ensemble. Ce sont les premières à avoir manifesté contre ces couturiers. Elles l'ont payé très cher. Oui. Là, vous faites référence à la manifestation de août 1977? Je ne Non? vous donnerai pas la date, mais enfin, Oui. ça a été la première manifestation parce que ces couturiers voulaient fermer ce marché. Donc, pour elles, c'était leur gagne-pain, c'était leur univers, pratiquement. Donc, elles ont marché vers le palais présidentiel. Elles ont été arrêtées, la plupart ont été torturées, certaines de façon atroce. Et Vous en avez rencontré oui, oui, bien certaines sûr, de ces j'en ai femmes dans les rencontré, consultations? mais euh, elles étaient très pudiques sur ce qu'ils disaient. Je me rappelle, m'a dit, si vous saviez ce qu'ils nous ont fait, et elle se tait, je la revois là, elle se tait, elle me dit, même mon mari n'aurait jamais osé me faire ça. On n'insiste pas, là. Elle est sur son image, elle en a parlé un peu, bon, mais euh, on lui a donné des choses pour dormir, enfin là, on a essayé de répondre à une partie des douleurs physiques. Pour le reste, elle l'avait évoqué et on comprenait qu'elle ne pouvait pas aller plus loin. Elle n'avait peut-être pas les mots, même les mots pour le dire. Et il y en avait beaucoup que vous avez rencontrés? Non, il y en avait assez peu. Les femmes, d'une façon générale, n'aimaient pas parler de ce qu'elles avaient subi. Euh, il y avait toujours le fait de dire qu'on a été emprisonné, c'est pratiquement dire qu'on a été violé. Enfin, c'est perçu comme ça par l'extérieur, je veux dire. Donc,
elles évitent d'en parler et même de parler de leurs arrestations éventuelles, dans la mesure où elles peuvent les garder secrètes. Ce n'est pas toujours le cas. Dans ce livre, vous avez également mis en lumière la révolte des paysans dans la région de Binti. Vous écrivez, page 77, les survivants avaient été libérés à la mort de Sékou Touré, fin mars. En quelques mois, le Camboiro, où ils avaient été transférés, les avait transformés en loques humaines. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu dans quel état vous avez trouvé ces gens? Alors, lorsqu'on a été à Binti, c'était donc, plusieurs mois après on n'a pas été à Binti tout de suite, hein. On a travaillé d'abord à Conakry, il y avait de quoi faire. Et puis un jour, on a entendu parler de Binti, et on a dit, ben, on va y aller. Donc, on était en contact avec le médecin, qui était quelqu'un de très touchant, très dévoué à sa clientèle, mais qui n'avait rien. Alors, il se déplaçait avec un vélo. Il avait dans le panier devant son guidon, il avait quelques boîtes dans lesquelles il y avait quelques comprimés. Et quand on était malade, il vous donnait un comprimé d'antibiotiques ou un comprimé d'aspirine. Il n'avait rien. Mais c'était un très bon clinicien, il travaillait très bien. Et dans la nuit qui avait précédé notre venue, il avait accouché une jeune femme d'un bébé qui pesait 5 kilos, qui était énorme. Et il l'avait fait avec les moyens du bord et très bien. Donc on lui tirait notre chapeau en disant... Et c'est là qu'il nous a parlé des gens de Binti qu'il avait vus revenir. Il a dit d'ailleurs, il y en a un qui en a gardé les traces. Et il nous a amenés dans une case où il y avait un jeune homme aveugle, à moitié sourd. Il fallait le porter pour qu'il fasse quelques pas, et dans un état de maigreur énorme. Et il nous a montré des cicatrices, mais des cicatrices qui étaient grosses comme... plus grosses que mon pouce. Elle faisait 2 cm d'épaisseur, qui dessinaient les liens, parce qu'on lui avait attaché les coudes dans le dos, puis on avait bien serré. Donc les liens étaient rentrés dans la chair, et les cicatrices s'étaient développées de façon anarchique. C'est un développement qu'on voit surtout sur les peaux noires. Ça fait des cicatrices très épaisses. Et j'avais fait des photos d'ailleurs pour voir si on pouvait le faire opérer en France, faire la chirurgie esthétique. Et ça intéressait beaucoup des chirurgiens, mais ils nous ont dit on ne peut pas l'opérer parce que ça va se reproduire sur la peau qu'on aura dégagée. Bon. Mais enfin, ce jeune homme, ce qui lui était arrivé, c'est qu'on l'avait conduit au Camboiro, et qu'au Camboiro, il a attrapé tout de suite le choléra, qu'il a survécu au choléra, mais qu'on l'a laissé cadavérique, pratiquement. Et quand on l'a rapatrié chez lui, il n'y avait pas de médicaments, il n'y avait rien. Alors, on a décidé de le ramener à Conakry. On l'a logé à l'hôpital. Et puis là, on l'a nourri, on lui a donné des vitamines, on lui a donné ce qu'il fallait pour le remettre un peu en forme. Il a retrouvé la vue. Il a retrouvé, on lui a fait faire de la kinésithérapie. Je me rappelle qu'un de nos médecins lui faisait faire de la gymnastique dans la piscine. Et on a été obligé de s'arrêter parce que, horreur, on faisait faire de la gymnastique à un paysan dans la piscine de Sékou Touré. Oui. Donc il y avait des gens qui avaient quand même encore le culte de Sékou Touré à cette époque-là. Alors qu'on avait montré en long et en large les portraits des gens torturés qui étaient dans les fameux livres blancs. Voilà. Justement, du culte de Sékou Touré, vous écrivez. Certaines personnes n'arrivent toujours pas à imaginer que Sékou Touré ait été impliqué dans la torture de ces gens. Et qu'en fait, ils vont jusqu'à conclure que Sékou Touré était un père pour les Guinéens. Ça, vous l'avez ressenti, ça, en Guinée? Oui. Des gens qui étaient vraiment réticents malgré les preuves? Malgré les preuves, parce qu'il y avait quand même l'image de Sékou Touré, libérateur de la Guinée, le seul en Afrique qui libère le peuple guinéen du joug des colonisateurs. Il y a cette image de statue, de père du peuple.
Bon, mais très vite, Sékou Touré est devenu un dictateur. Et un dictateur qui se pensait tout permis, de même que ses sbires. Hein. Plus on en faisait, plus Sékou Touré devait être content. Alors ça, c'était au début, petit à petit, ça a commencé dans les années 70, où là, il y a eu vraiment des arrestations, la torture systématique, le Cambouaro. Mais, qu'est-ce que je voulais dire? Sékou Touré savait, on lui disait tout. Il y avait des communications téléphoniques, des gardiens vers le palais. Et puis, quand les gens étaient libérés, parce qu'on libérait du jour au lendemain, on ne savait pas pourquoi, mais on était libre. Et je me rappelle, Adia Bobo Diallo, c'était une femme d'affaires prospère, et une femme d'affaires solide, qui a été arrêtée, bien sûr. Elle faisait des affaires. Et quand elle a été libérée, les gens qui étaient libérés devaient aller voir Sékou Touré et le remercier de les avoir fait libérer. Donc Adia a été voir Sékou Touré, elle ne pouvait pas faire autrement. Et Sékou Touré lui a dit « Oh ma pauvre Adia, comme tu as mauvaise mine !» Et il lui a donné une montre. Et Adia Bobo, qui était une fille intelligente, une femme intelligente, a été interviewée par la télévision à sa libération. Et à ce moment-là, Sékou Touré venait de décider qu'en Guinée, on ne parlerait que les langues locales, plus le français. Alors, on parlait Peul, on parlait Malinké, je ne sais pas quel est le nom de la langue, etc., mais on ne parlait plus français. Or, la radio était sous la domination des Soussous. Et Adia a été une Peul, comme son nom l'indique. Donc, Adia a été à la radio, et elle a fait son discours en Peul. Et on lui a dit « Ah, stop, stop, on ne comprend pas. » Le président a dit qu'on parlait dans notre langue. Et elle a envoyé tout ce qu'elle avait sur le cœur en Peul à la télévision. Et dès qu'ils se sont aperçus de ce qu'elle racontait, on a évidemment arrêté les outils d'enregistrement. Mais elle a tellement bluffé par son courage qu'on n'a pas osé lui faire mal. Et je l'ai connue, c'était vraiment une personnalité. Elle a fait combien d'années de prison? Vous savez? Je ne vous le dirai pas. Elle avait fait plusieurs années, mais je ne vous dirai pas combien. Ouais. D'accord. Donc, de retour en France, vous vous harnachez à créer et à rendre officielle, du coup, l'association AFRE en 1985. Je lis. Les rencontres avec de tels patients ont permis, au fil de leurs histoires et des plaintes qui ont émergé, de mettre sur pied des stratégies d'approche, de poser des rambardes qui nous protègent, nous d'eux, eux de nous, de fantasmes, de préjugés. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? D'abord parce que ce sont des consultations très lourdes. Je parle de notre point de vue de thérapeute. Alors il ne faut pas se laisser submerger par l'émotion. Il faut garder la tête froide. Et en même temps, ne pas rester impassible. Il faut qu'il y ait quand même quelque chose de l'ordre de l'empathie qui transparaisse. Donc il faut apprendre à se garder des bons mouvements où on aurait envie de prendre les gens par le cou et de leur faire un gros câlin. J'exagère, mais enfin c'est pour illustrer. Ça c'est une chose. Donc nous protéger d'eux, de ce qu'ils vont nous dire, de leur peine, de leur... Bon. Et puis les protéger eux, parce que il faut respecter leur rythme, il faut respecter l'émergence des souvenirs à leur moment, quand ils se sentent aptes à les affronter, en quelque sorte. Donc, en même temps, quelquefois, ils ont des résistances très importantes pour en parler, et à ce moment-là, il faut trouver une façon subtile de les ramener un peu sur le terrain de ce qu'ils ont vécu, mais sur la pointe des pieds, si je peux dire. Et aussi, j'aimerais bien savoir un petit peu, parce que parmi toutes ces victimes, forcément, vous avez eu affaire à des personnes qui ont envie de porter plainte. Est-ce qu'ils y parvenaient? Est-ce que déjà c'était possible de porter plainte contre ces bourreaux? Mais
à l'époque des fêtes, dans les années 80, c'était pas encore rentré dans les mœurs mondiales, si je peux dire, de porter plainte. Alors, il y avait sûrement dans des pays où l'opposition s'était constituée de façon très, très solide autour d'un pivot politique, euh, philosophique, ça pouvait les inciter à porter plainte. Mais c'était très rare. Il n'y avait pas encore la Cour pénale internationale. Maintenant, elle existe. Je ne sais pas si on s'en sert tout le temps autant qu'il faudrait, mais je sais qu'ils ont quand même des plaintes de la part je parle de l'Afrique, là, de certains gouvernements africains, euh, pour, euh, pour qu'on saisisse, qu'on condamne les dictateurs, parce qu'il y en a encore. L'idée de porter plainte, euh, c'était pas dans la hiérarchie des valeurs. C'était pas encore. Je crois que oui, les sociétés n'étaient pas prêtes à ça. Il a fallu du temps pour que. Et je ne sais même pas encore maintenant. Il y a une espèce de respect du. Est-ce que c'est le mot respect qu'il faut employer? Je ne sais pas. Peut-être une sidération vis-à-vis de qui a le pouvoir. Parce que il a le pouvoir un jour, mais ça peut être quelqu'un d'autre. Le lendemain, on se méfie et porter plainte. Sur quoi ça peut déboucher? C'est une question que beaucoup se posent. Donc jusqu'à présent, très peu de victimes portent plainte Oui, contre leur bourreau. ça vient, ça vient. Mais c'est sûr que c'est long. Et le processus juridique est long lui aussi. Donc ça décourage peut-être un peu les victimes. Et là, dans votre livre, Hélène, vous parlez d'un silence qui est imposé dans les sociétés que vous Oui, avez visitées, comme la Guinée ou encore le Tchad. Comment ce silence est imposé? À qui? moins on en parle, mieux on se porte. En gros, c'est ça. Là, alors, on n'en parle pas. Parce que avoir été torturé, c'est de l'humiliation. On a honte. On n'aime pas en parler. Hein. On préfère espérer oublier. Les gens qui sont autour de vous, les proches, qui vous entendent parler un petit peu de ce que vous avez commencé à parler un peu de ce qu'ils ont vécu, et allez, arrête, oublie-le. Hein, voilà. Arrête, oublie-le. Soit parce qu'ils n'ont pas envie d'entendre, soit parce que tout simplement ils pensent que c'est la seule stratégie possible. Alors ça, c'est au niveau du groupe familial, des proches. Et ensuite, eh bien, il y a le risque que ça implique d'en parler. Euh, Soit pour le régime toujours en place, soit parce qu'il risque de revenir, ou soit parce qu'il a encore euh, des, des agents, si vous voulez, dans la société, qui sont prêts à faire en sorte que vous ne parliez pas. Donc il y a tout ça, il y a euh, un jeu aussi, je te tiens, tu me tiens par la barbichette, j'en parle pas, mais bon. En ce qui concerne la prise en charge de ces personnes, vous soulignez l'importance de sortir du cadre psychiatrique des hommes ou femmes dont la seule folie était celle induite par des mauvais traitements subis. Oui, On peut vraiment dissocier oui. la Alors, psychiatrie. euh, il y a des patients, enfin des patients, des victimes de torture qui se présentent comme des psychopathes, c'est-à-dire porteurs avec des symptômes de troubles psychiatriques, qui s'appellent psychoses, qui sont en général irréversibles. On peut en atténuer les effets, mais c'est irréversible. Alors que des victimes de torture qui présentent ces mêmes symptômes peuvent sortir complètement de cette symptomatologie et en guérir. Donc on sait que des traumatismes violents peuvent induire des signes cliniques qui évoquent la psychose, mais qui sont réversibles. Donc il ne faut pas les fermer avec une étiquette psychiatrique. Celui-là c'est un délirant, celui-là c'est un... Bon, non, il faut voir ce que va donner le temps, donner du temps au temps, et quelquefois
presque toujours, on voit ces symptômes s'améliorer. Et d'ailleurs, vous racontez l'histoire d'un jeune Marocain au nom de Hussein. Oui, Vous vous souvenez? j'ai changé complètement Le les soir, prénoms. Voilà. oui, alors page 86. Le soir venu, quand on le ferme dans sa chambre, il commence à hurler. Il est furieux. Oui. On le calme, et ceci jour après jour. Vous en déduisez que ce comportement était dû au fait que lorsqu'on l'enfermait, ce jeune homme, dans sa chambre, eh bien, lui se retrouvait avec des cadavres. Oui. C'est un jeune Marocain qui avait été pris dans la tourmente d'une répression féroce d'une manifestation et où on a abattu des centaines de personnes et on prenait les cadavres et on les mettait dans la chambre forte d'une banque qui était là. Et ce jeune homme a été un des premiers qu'on a mis dans cette... alors qu'il ne manifeste pas, il était en train de boire son café dans un café qui a été côtoyé par les manifestants. Et là, on a amené un, puis deux, puis trois, puis quatre cadavres. Ils ont poussé les cadavres. Et lui, il a cru qu'on allait l'étouffer ou le tuer. Bon. Et les gardes ont été tout surpris de tomber sur ce cadavre qui n'en était pas un. Et lui ont mis le marché en main. Si on te libère, tu ne parles pas de ce que tu as vu. Il a accepté, mais il avait vu, et ça, les images restaient dans sa tête. Et quand il est arrivé, après bien des histoires, quand il est arrivé au Havre, et que la police du port l'a vu débarquer, ne sachant où il était ni ce qu'il faisait, ça a été direct l'hôpital psychiatrique. Et là, dans la journée, il pouvait circuler, et le soir, on le fermait. Ça lui rappelait la fermeture dans son sous-sol de banque. Et il hurlait pour qu'on lui ouvre. Et un psychiatre nous a téléphoné, il avait entendu parler de l'existence de notre association, et il nous a raconté cette histoire. Et je dis, mais c'est normal, hein, laissez-lui la porte ouverte et vous verrez, ça ira beaucoup mieux. C'est ce qui s'est passé. Au bout de quelques semaines, on a arrêté les traitements psychiatriques et voilà. Pour revenir à la Guinée, vous écrivez « Au bout d'un an de présence en Guinée, nous avons dû renoncer, la mort dans l'âme, à cette mission. Un jeune, bravant les interdits, était venu nous montrer à la consultation les traces de torture que venait de lui faire subir la police. Malgré notre insistance, nous nous sommes heurtés à des portes closes lorsque nous avons voulu rencontrer ceux des responsables avec qui nous avions des relations, disons détendues. Même fin, de non-recevoir auprès de la presse. De nouveau, la peur s'installait en parallèle avec le retour de bonnes pratiques policières. Nous ne pouvions pas cautionner ce retour en soignant des victimes de Sékou Touré et en fermant les yeux sur ce qui se passait dans les prisons d'un régime soi-disant déterminé à éradiquer les violences policières passées. Nous avons donc décidé de fermer la mission sans préavis. Un grand jeune homme, mais un peu attardé, vous voyez, un peu ralenti. Mais ce qui lui avait permis, si je peux dire, de venir nous voir et de braver les interdits parce que, bon, il s'en moquait. Et il nous a montré des traces de brûlure par cigarette. Là, on savait les identifier. Puis des traces de coups. Bon, alors, il a dit, mais vous savez, je ne suis pas le seul. Mais seulement, on nous fait promettre de ne rien vous dire, de ne pas aller vous voir. Ah bon? Alors, on a été au ministère de l'Intérieur, on a été au ministère des Affaires étrangères. Chaque fois, les gens avec qui on avait des relations plutôt détendues, amicales, ne voulaient pas nous recevoir, n'étaient pas là, étaient pris, enfin non. Donc, on a dit, bon, là, c'est grave, on a été voir la presse, même son de cloche auprès de la presse, ils ne voulaient pas en parler. Donc, on a dit, ben, on va faire du bruit, on va s'en aller. Et on a fait un communiqué qu'on a collé sur les poteaux électriques. Et on est parti, du jour au lendemain. Voilà. Et évidemment, on l'a fait savoir à RFI, etc., pourquoi on était parti. La Deuxième République faisait la même chose, utilisait les mêmes pratiques. Voilà, exactement.
Alors, c'est vrai que lorsqu'il y a un changement de régime, il faudrait peut-être que les policiers, les gardiens, etc., soient rééduqués en quelque sorte, hein, et qu'ils sachent exactement quelles sont les limites de leurs interventions vis-à-vis des prisonniers. Mais il était évident que le régime se protégeait, n'avait pas envie du tout de rentrer dans ce genre de considération. C'est ce qui nous avait déterminés. Et quand vous êtes retourné à Paris, les autorités ne sont pas revenues vers vous Ah pour que non. vous puissiez continuer votre travail? Ils ne sont pas Non, revenus vers non, vous? non, 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 pas du tout. Alors, il est vrai que l'association AFRE a été l'une des pionnières concernant la prise en charge de cette frange-là de la société. Je rappelle que l'association a été dissoute en 2007. Oui. Mais peut-on encore soutenir que l'association AFRE reste encore la seule référente en la matière, ou entre-temps d'autres structures se sont mises en place? Alors, en 2007, on n'avait plus de subvention de l'Europe, qui avait changé son fusil d'épaule en quelque sorte, et alors que c'était notre grand bailleur de fonds. Tout d'un coup, ils ont décidé ils ne finançaient plus les soins aux victimes, mais uniquement la prévention. Alors, bon, on s'est trouvé avec, effectivement, on n'avait plus de budget. Et puis, c'était l'époque où j'ai perdu ma mère, mon frère, mon mari. Enfin, c'était ces années avant 2007 ont été très dures pour moi. Et j'étais un peu fatiguée de tirer la charrette. Donc à un moment donné, on a dit, bon, j'arrête. D'autant que s'est mise en place une consultation qui était euh, soutenue par Amnesty, par Médecins du Monde, et je ne sais plus qui encore. Mais euh, je sais qu'ils reçoivent des gens, mais on n'entend pas beaucoup parler d'eux dans la presse ou bon. C'est peut-être une volonté délibérée, je ne sais pas. Voilà, mais il y a toujours quelque chose à Paris, en tout cas. Je disais que votre livre était facile à lire. C'est un livre qui était à la portée de tous. Est-ce que c'est comme ça que vous l'avez voulu? Oui, absolument. Absolument, parce que j'ai pas envie d'en vendre beaucoup, mais je voudrais qu'on en lise beaucoup. Je voudrais que les gens comprennent à quel point c'est important d'avoir en tête que des gens qui viennent de pays où il y a des dictatures, où il y a eu des dictatures, euh, qui puissent avoir vu des choses et subi des choses terribles, qu'ils ne puissent pas en parler et que notamment ils ne puissent pas en parler parce qu'on n'a pas envie de les entendre. Et ça peut être n'importe qui peut entendre. Peut-être pas, pas forcément avec tout ce qu'il faut de métier, si je peux dire, mais simplement être une oreille qui écoute. Bon, c'est ce que je voudrais arriver à faire. Mon livre euh, est traduit en italien et ça va sortir là, ce jour-ci parce que la femme qui s'occupe des éditions L'Harmattan en Italie a vu qu'il y avait tellement de gens qui arrivent, vous savez, tous les gens qui traversent la Méditerranée, qui arrivent à Palerme et en Italie, sur le continent, qu'elle voulait que ce soit traduit en italien pour que les gens soient conscients. Alors, je ne sais pas s'ils seront plus conscients en Italie qu'en France. Bon, mais on verra. Arrive 1990. Hissène Habré vient d'être renversé par son chef d'état-major Idriss Déby. Ce dernier, tout comme Lansana Conté de la Guinée, souhaite créer une commission d'enquête sur les crimes et détournements de son prédécesseur. Ce projet est donc confié à un certain Mahama Hassan Abakar. Alors, de suite, vous avez dit oui à ce projet, Hélène? Mais on a Au d'abord Tchad? été voir de quoi il s'agissait sur place, comment on pouvait installer une consultation, sachant qu'entre-temps, on avait réfléchi un petit peu, on avait essayé d'impliquer des médecins guinéens dans notre consultation. En Guinée, en 85, en 84-85, quand on y a été. Or, on s'est aperçu que le corps médical, dans son ensemble, n'avait pas la confiance des gens. Alors,
Pourquoi est-ce qu'ils n'avaient pas la confiance des gens? Un, parce qu'ils se taisaient. Deux, parce qu'ils n'écoutaient pas, ils ne posaient pas de questions. Ils avaient peur pour eux. Ou ils n'étaient pas d'accord politiquement et donc ils ne voulaient pas intervenir. Enfin bref, il y avait plein de raisons qui faisaient que le corps médical était rejeté, si vous voulez, par nos patients. Ils ne voulaient pas leur parler à eux. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de bons médecins, pas de des médecins courageux et pas des médecins prêts à le faire. Mais c'était un rejet, si vous voulez, de nos patients. Et on a voulu voir si cette situation était transposable au Tchad ou pas, et si on pourrait intégrer dans notre équipe des médecins tchadiens. Et nous, on organisait au départ, et puis on venait de temps en temps apporter des outils, des médicaments, et voir quelques cas. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a passé une dizaine de jours à faire connaissance, à lier des contacts, à voir un petit peu. On a fait une première consultation qu'on avait proposée à Mahamat Hassan Abakar, et on s'est trouvé avec une salle avec 15 personnes qui étaient dans un état effectivement de délabrement physique important. Et on avait apporté quelques médicaments qu'on a distribués. Et après, on n'avait plus besoin de faire de la publicité pour notre venue parce qu'ils avaient compris qu'on pouvait les aider vraiment. Bon. Donc, on a essayé de voir des médecins. Et quelques-uns ont dit, oh, ben, on est prêt à travailler avec vous, ça nous intéresse, etc. Mais ça a été la même chose qu'en Guinée. Les victimes ne voulaient pas être soignées par des médecins locaux. Alors, parce qu'il y avait, il faut bien le dire, il y avait le prestige des gens qui viennent de Paris pour nous soigner. Bon, ça jouait un peu. Mais aussi, il n'y avait pas confiance. Parce que ces médecins, pendant que le règne de Hissène Habré, pour qui ils étaient, qu'est-ce qu'ils ont fait, etc. La confiance ne leur était pas acquise. Et ça a duré longtemps, parce qu'on donc on venait au Tchad, on venait quelque temps, une quinzaine de jours, puis on repartait. On a fait comme ça des allées et venues pour garder le contact avec des patients qui en avaient vraiment besoin, et puis pour essayer de faire rentrer nos méthodes, si vous voulez. Mais en fait, ce qui était le plus efficace, c'était de faire un compte-rendu de notre travail à la presse, à la télévision, et les médecins disaient, ah oui, tiens, par exemple, on donnait des antidépresseurs à petite dose, parce qu'on s'est aperçu, pas que nous d'ailleurs, que ces petites doses d'antidépresseurs traitaient un certain nombre de problèmes psychologiques, étaient très efficaces. Et là, on a appris par la directrice de la pharmacie centrale qu'on avait l'occasion de rencontrer, que depuis qu'on venait, les demandes en médicaments avaient quintuplé, décuplé. Voilà. Mais au Tchad, vous n'aviez pas une antenne? On avertissait le premier jour par la télévision, parce que c'était le média qui marchait le mieux à N'Djamena, qu'on était là, hein, qu'on était prêt à recevoir les gens et qu'on repartirait dans quelques temps pour qu'ils sachent qu'on n'était pas là à demeure. Et les gens venaient nous voir. Alors, la médecine n'était pas, l'hôpital n'était pas au point où on était Donka en Guinée. Hein. Donka, c'était un cas à part. D'accord. Alors, l'hôpital n'était pas riche, mais il était nettoyé, il y avait un service de chirurgie où le chirurgien faisait du très bon travail. Il avait verrouillé il y avait une espèce comment dire, de véranda devant son service. Il l'a verrouillé, il y avait un garde qui était là. Les gens ne pouvaient rentrer que s'ils venaient à la consultation et pas pour papoter avec la voisine. C'était structuré quand même. Ouais. Donc, à l'hôpital, on a parlé de notre travail. Ce n'était pas une formation, on n'était pas uniformés, mais on racontait. Et je pense que raconter, ça passait beaucoup mieux que si on avait dit on va faire un cours, une formation. Ça se passait comme ça. Dans la Guinée de Sékou Touré, pour revenir à la Guinée, hein, il était question de la cabine technique, qui est en réalité une salle de torture. Oui. Et au Tchad, de Hissène Habré, il était question de la piscine. Parlez-nous un peu de la piscine. Alors, c'était quoi juste ce qu'on appelait la piscine, c'était un centre de détention. C'était très simple, il y avait une piscine, et bien on a vidé l'eau de la piscine et on a mis un toit en béton.
Voilà. Et c'était alors un couloir central, des cellules qui mesuraient 2,50 m les premières, et les autres qui étaient beaucoup plus hautes. Plus on s'enfonçait, plus c'était haut. Donc plus il y avait d'air. Mais les premières cellules, c'était des mouroirs, parce qu'il n'y avait pas d'air. Et que quand on accumulait les gens dans cette fameuse piscine, il y avait des morts par ce qu'on voudra, suite de torture, manque d'air. Vous écrivez la piscine, une annexe promue, salle d'interrogatoire et de torture. Un téléphone relié à la présidence, toute proche, permettait à Hissène Habré, nous a-t-on dit, de suivre l'obtention des aveux. Oui. Pareil qu'en Guinée. La cabine téléphonique à l'intérieur de la salle de torture. Le président, c'est lui qui disait qui devait vivre, qui devait mourir. Ça pouvait être ça. Ça pouvait être aussi les initiatives des gens de la DDS qui se sentaient investis quand même d'un certain pouvoir et qu'ils ne seraient pas punis s'ils avaient tué quelqu'un. Hissène Habré suivait de très près ce qui se passait à cette fameuse cabine technique où on amenait quand même que les opposants, les gens qu'on voulait vraiment détruire, interroger, incarcérer ou tuer. Donc la vie ou la mort relevait de l'autorité suprême avant tout. Oui. Mais les bourreaux aussi pouvaient donner la mort s'ils en avaient envie. Voilà. Mais je me rappelle, je ne sais pas si j'en parle dans mon livre, mais on nous avait signalé qu'il y avait un médecin qui était incarcéré dans la cour du Premier ministre, le bâtiment, le ministère de l'Intérieur sans doute. Il y avait un médecin qui était incarcéré là. Et on a été se promener un petit peu dans le coin, et on a vu effectivement une cahute qui pouvait avoir, je ne sais pas, au maximum 2 mètres, 2 mètres sur 2 ou sur 1,50 m, uniquement en tôle. Vous savez, tôle ondulée. Alors une tôle ondulée de 4 côtés, et puis 2 tôles ondulées pour faire le toit. Il y avait un homme là, incarcéré, dans des conditions de climat quasi équatorial ou tropical. Mais enfin, vous imaginez la chaleur qu'il pouvait faire là-dessous. Quand on a vu ça, alors on a pris contact avec le ministère et il a été libéré. Personne ne s'était aperçu qu'il y avait cette espèce de guitoune dans le cours du ministère. Les mêmes effets produisent les mêmes causes, dit-on. Idriss Déby ne tarde pas à faire de même que son prédécesseur. Oui. Mais la question ici, est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, après avoir eu autant d'expérience, est-ce qu'on peut arriver à expliquer pourquoi certains pays ne parviennent pas à passer outre cette méthode qu'est la torture pure et dure? Bonne question. Oui, bonne question, mais je ne suis pas sûre d'avoir une réponse. Pourquoi on est obligé de torturer en fait? Je crois qu'il y a des systèmes, disons, juridiques qui pensent que la torture est justifiée. Il n'a qu'à parler. S'il ne veut pas parler, eh bien, autrement dit, la responsabilité de la torture, c'est à la personne torturée. Hein, il n'avait qu'à parler, il n'a qu'à nous le dire. Vous voyez, donc, c'est lui qui l'a voulu. Hein. Ensuite, enfin, ça c'est une chose. Ensuite, quelquefois, je me suis demandé, là vous allez pouvoir peut-être me répondre, j'ai pensé souvent à ce dont on parle dans l'Afrique noire, peut-être il y a pas si longtemps, de ce qui est l'initiation pour les jeunes hommes. Hein. C'est-à-dire savoir résister à la douleur, à la souffrance. Est-ce que ça n'intervient pas dans la banalisation de la souffrance, si vous voulez, que ce soit sa propre souffrance ou la souffrance qu'on inflige aux autres? C'est une question et je n'ai pas de réponse, je ne sais pas. Hein, mais c'est une question qui m'est venue à l'idée. Alors pourquoi est-ce qu'ils s'en sortent pas? Est-ce que le système juridique international qui s'est mis en place est trop occidental dans sa philosophie, dans sa façon d'agir, dans son vocabulaire, pour rentrer tout à fait dans les mœurs? C'est une question. Hein.
Là aussi, je n'ai pas la réponse, mais je me pose la question. Je me pose la question à tel point qu'à un moment donné, j'avais fait traduire la Convention contre la torture, qu'ont signé à peu près tous les États, euh, en Wolof, en Peul, en arabe bien sûr, en turc. Et j'ai été le porter à l'ONU. Et Louise Arbour, qui était à l'époque responsable ou des droits de l'homme ou de la lutte contre la torture, je ne sais plus, mais enfin, je lui avais remis en main propre, elle m'avait dit c'est une excellente initiative, etc. Et puis c'est tout. Hein. Bon, alors, je viens de ranger mes cartons qui m'ont suivi de déménagement en déménagement, et je suis retombée sur ce dossier avec les traductions dans les différentes langues. Et je les ai portés à Amnesty pour qu'elle essaie de les donner, de les dispatcher, de les faire publier, parce que ça me paraît important. Alors j'ai fait deux traductions. Traduction du langage juridique à un langage démotique, hein, où je dis tu n'as pas le droit, ou on n'a pas le droit de, où j'emploie des mots très simples, on n'a pas le droit de torturer. On n'a pas le droit de torturer même si on donne l'ordre. On a le droit et le devoir de refuser, etc., etc. Des choses très claires, très simples, mais qui sont dites officiellement dans un langage très, très juridique que vous pouvez imaginer. Alors, première traduction, langage démotique, et deuxième traduction dans des langues locales. Voilà. Qui vous considérez comme étant des victimes secondaires? Elles sont reconnues sur un plan juridique, puisqu'on parlait de juridique. Elles sont reconnues sur le plan juridique, ce sont les proches, la famille, les épouses, parents, les enfants. Le noyau familial, euh, qui vont payer en quelque sorte euh, pour ce qu'a fait ou est considéré avoir fait le membre de leur famille qui a été incarcéré, torturé. Donc, euh, pour parler de la Guinée, ça va être d'abord la prise de tous les biens, la confiscation des biens. Donc la femme est à la rue avec ses enfants, et qu'est-ce qu'on fait? Alors on retourne dans le village. Il y a une solution quand il y a effectivement un noyau familial dans le village. Sinon on vit dans la rue, on mendie, bon, personne n'ose aider parce que bon. Je me rappelle qu'est-ce que c'était? À la baie. À la baie, il y avait un commissaire de police qui a été arrêté. Il avait une très belle villa. Dès qu'il a été arrêté, sa femme et ses filles ont été mises à la porte. Et elles ont vécu dans une cabane en carton et en tôle du lait. Il n'y avait plus rien. Alors, victime secondaire, victime sur un plan matériel. Mais il y a l'inquiétude, la peur qui va se faire, la solitude. On peut parler, on ne les reconnaît plus. Il y a les enfants qu'il faut expliquer, qu'il faut. Bon, alors, les enfants, ça demande des explications, mais les enfants, ils interprètent aussi les silences. Hein. Je me rappelle cette femme au Tchad qui n'avait jamais. Non, c'est la grand-mère. La mère était partie quand son mari a été arrêté. Elle a fini par partir. Et les enfants étaient chez leur grand-mère. Et ils demandaient où était papa. Et papa, mais on ne sait pas, mais il va revenir, etc. En fait, le père était mort. Et quand on a expliqué à la grand-mère qu'il valait mieux dire aux enfants que leur père n'était plus là, qu'il ne reviendrait pas, que ça les calmerait, que ça serait plus serein. Et c'est ce qu'elle a fait, et la situation familiale s'est bien arrangée pour ses enfants. Bon, c'est un exemple. Hein. Il y a, alors, je parlais de la situation donc, matérielle, la situation des enfants vis-à-vis du secret dont on ne va pas parler. Il y a la situation de recevoir quelqu'un qui a été torturé, mais qui physiquement a énormément changé, qui mentalement a énormément changé, qui peut être sujet à des crises de violence, de mauvaise humeur, ou de silence lourd que personne n'ose briser. Insupportable. Et les femmes sont
les femmes, parce que ce sont souvent les maris qui sont les premiers incarcérés, les femmes doivent supporter ça. Quand il revient, on a celui qui est libéré, il n'a qu'une envie, c'est qu'on le prenne dans les bras. Et il y a une sidération de la femme qui voit arriver une espèce de zombie qu'elle ne reconnaît pas, qui est édenté, bon. Hélène, je voudrais qu'on s'attarde un petit peu sur cette question-là aussi. Peut-on résister à la torture? Grande question. Je ne sais pas. Je sais qu'il y a des gens qui ont résisté, on a des témoignages. Hein. Je sais que par exemple des résistants qui ont été incarcérés par les nazis, par les Allemands et qui ont été torturés, je sais qu'il y en a qui n'ont pas parlé. Mais il y en a d'autres qui ont parlé. Et je crois que c'est pas apprendre à résister à la torture, ça veut dire j'accepte que la torture existe, hein, pour pouvoir, et je veux y résister. Mais non, il faut que la torture disparaisse. Ça, c'est la chose la plus importante. Après, résister, la nature humaine, physique et psychique, n'est pas faite pour résister à la douleur. Alors, si on résiste, c'est bien, mais si on n'a pas résisté, on n'en est pas moins un héros. Vous avez parlé aussi un petit peu dans votre livre des rapports. Ce sont des choses qu'on peut imposer. Quand je parle d'humiliation, de douleur, ça peut être ça aussi, d'humilier quelqu'un, d'obliger un enfant à coucher avec sa mère ou la mère avec son frère. Enfin, bon, toutes les variantes, si je peux dire, sont possibles et sont extrêmement humiliantes et laissent des souvenirs extrêmement prégnants. J'ai envie de lire ce petit poème d'un jeune Marocain. J'ai paré au cou par mon corps, aux insultes par mon silence, à l'humiliation par mon indifférence. J'ai paré aux liens par mes sens, à l'isolement par mes rêves, à la menace par ma force de vie. J'ai paré au fouinement de mon passé par ma jeunesse, au viol de mon intimité par ma pudeur, au vol de mémoire par mon oubli. Je me croyais faible, et me voilà fort. Je me croyais fissuré, et me voilà colmaté. Mais ma mère, je ne savais pas qui. Et là, vous écrivez, Hélène, il ne faut pas aller plus loin. Il ne pouvait pas, il ne peut pas. Et on a compris, on l'a su. Voilà. J'aimerais terminer donc par ces mots qui sont posés à la page 153 de votre ouvrage. Les outils pour contrer ce mal perpétré par des hommes sont à portée de main. Si imparfait soit-il, il faut s'en servir. Et n'oublions jamais la torture longtemps après. Alors, on entend, on écoute, on agit et on en parle. Je ne sais pas quoi vous dire. J'ai une famille normale avec des enfants. J'ai perdu mon mari. Comme tout le monde, je pense que j'ai été amoureuse, puis que cet amour s'est un peu dissolu avec le temps, mais j'étais sa femme. Que mes enfants, bien, je suis fière d'eux. J'en ai eu 4, et les 4 se conduisent bien, donc je suis contente. Mon rapport à la famille, c'est un rapport comblé. J'aurais tenté de vous dire que sur le plan gastronomique, c'est les tripes. Mais la lâcheté, je crois. Quand on veut, on peut. Ouf, le soleil, quand il y en a. Oui, bien sûr, mais il faut le saisir. Il me fait rêver. Des petites choses. Des petites choses qui sont des petits bonheurs. Et c'est... je parlais du soleil. Ça peut être une petite fleur. Il y a des petites fleurs qu'on appelle des yeux de pigeon. J'adore. Ce sont les premières à sortir avec les pâquerettes. Mais celles-là, elles sont encore plus... Elles sont touchantes parce qu'on ne les voit pas beaucoup. Alors c'est une petite fleur que j'aime beaucoup. Quand je la vois, ça me fait rendre heureuse. Qu'est-ce que c'est qui me rend heureux? De parler avec mon voisin d'autobus que je connais ni d'Adam, et que tout d'un coup on a eu un échange.
ou avec la dame turque qui attend l'autobus avec moi, je lui demande si elle parle, quelle langue elle parle. Voilà. Elle me répond, je parle turc. Ah bon? Et vous êtes de quel coin? Oh, je suis de... peu importe, mais je suis à Lévis. Ah bon, vous avez eu des problèmes? Alors elle m'a dit, ah, vous savez ce que c'est qu'à Lévis? Et ça me fait plaisir parce qu'on est là, on est sur le même plan, si je peux dire, et il y a une complicité, et on se quitte quand le bus arrive, c'est pas le bus que je prends, elle me fait un grand bonjour, je la reverrai jamais, mais c'est un petit moment d'échange, de confiance, très sympathique. Ça me rend heureuse pour la journée. Ce qui me rend heureuse, c'est quand mes enfants me téléphonent. Bon, c'est la surprise, hein. Bon, ah, on veut te dire bonjour, eh ben, d'accord, ça me fait plaisir. Bon, il y a plein de choses qui peuvent faire plaisir, des petites et des grandes, surtout les petites, elles sont beaucoup plus présentes, hein. Alors il ne faut pas les oublier. J'ai des doutes parce que j'ai pas une foi religieuse, d'abord, ça sûrement pas. Ensuite, j'ai quelques convictions, mais qui sont toujours entourées de doutes, parce que le doute, ça fait partie de ma structure mentale, disons. Euh, je me dis que mourir, c'est peut-être savoir enfin ce qu'il y a derrière, mais c'est pas sûr. Et je serai peut-être même pas capable d'avoir envie de savoir, parce que je ne pourrai plus savoir, ça n'existera plus. Et ça m'embête. Je voudrais être sûre de pouvoir apprécier un petit instant pour dire ah oui c'est ça, voilà. Bon mais je resterai je pense jusqu'à ma mort. Et après avec cette interrogation pour répondre à votre question, il y a oui j'ai peur comme tout le monde et en même temps c'est un peu modéré en me disant ah je vais peut-être savoir. Merci beaucoup d'être venue. Merci d'avoir fait le déplacement, Hélène. Mais merci de m'avoir interviewé.